Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'AOC Conseil qui va être autour de l'œnotourisme et notamment comment rendre cet accueil rentable. Donc je suis avec Estelle et juste avant de lui laisser la parole, je vais juste rappeler qui nous sommes. Donc AOC Conseil, nous fêtons nos 20 ans cette année et nous accompagnons domaines, appellations, organisations de la filière viticole autour de questions rattachées au commerce, au marketing, aux ressources humaines, à la stratégie et bien évidemment aussi à l'œnotourisme. Donc, on est une équipe de 9 consultants répartis sur toute la France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le no-tourisme et notamment la rentabilité de l'œnotourisme. Alors pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille dans le vin. Je suis issue de la région bordelaise. J'ai fait mes études à Bordeaux sur un parcours européen. Et de là, je suis partie tout d'abord travailler en Arménie pour le groupe Pernod Ricard. Et de retour à Bordeaux, j'ai intégré une maison de négoce avant de travailler en propriété. Donc, j'ai travaillé tout d'abord pour des Américains à Saint-Émilion qui avaient 6 domaines à l'époque. En 2005, on parlait déjà de no-tourisme, hein, donc de réceptifs au domaine, de wine club, de comment on développe, de partenariats. Donc, ça a permis de voir cette évolution depuis plusieurs années. J'ai ensuite travaillé en Sauterne. Sauterne et Grave. Là également, on était sur de la vente directe, bon, et professionnelle. J'étais sur des missions aussi professionnelles en France et à l'export. Mais ça permettait encore une fois de voir sur une autre échelle comment est-ce qu'on peut attirer des visiteurs sur un domaine. Et pour finir, j'étais au Château Bailly avec une offre réceptive très complète, puisqu'on avait un chef cuisinier sur place, un chef privé, des tables privées, une maison d'hôtes. Donc là, encore une fois, c'était comment créer de la synergie, comment avoir une prémonisation de notre offre, renforcer aussi les partenariats avec les wine tours, les agences réceptives. Et puis, j'ai rejoint AOC Conseil en 2022. Donc, j'accompagne les domaines viticoles, aussi bien des petites propriétés familiales que des investisseurs qui, voilà, non issus du vin, dans leur stratégie globale et dans leur stratégie œnotouristique également. Donc, voilà, ça me permet justement, voilà, de voir différentes problématiques sur la Gironde et sur le Gers. En ce qui me concerne, donc, formation technique, ingénieur agronome, œnologue de Montpellier, et ensuite plutôt tourné vers l'export pendant une dizaine d'années. L'œnotourisme a été dans mon quotidien à l'époque dans le sud-ouest, à Château-Montus et Bouscassé, qui a une grosse offre œnotouristique, avec notamment des portes ouvertes assez prestigieuses, avec aussi pas mal d'accueil. Et puis ensuite, Champagne-Bollinger, que j'ai quitté il y a un peu plus de 6 ans, qui commençait à développer fortement son offre œnotouristique premium, comme beaucoup d'autres maisons de champagne. Depuis 6 ans et demi, j'accompagne des domaines du Muscadet jusqu'à Sancerre et évidemment l'œnotourisme avec tous ces touristes qui viennent nous voir sur les jolies villes, sur les châteaux de la Loire, etc. L'œnotourisme, donc, qui est évidemment très présent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de commencer, c'est toujours intéressant de se tourner vers des chiffres, d'avoir quelques données factuelles. Donc, je vais vous parler des données là, qui sont issues annuellement d'une étude Atout France, que je vous invite à regarder en détail et disponible depuis leur site. Alors, le no-tourisme, on le sait, c'est un levier économique majeur, mais on va rentrer dans le détail ensuite. C'est surtout qu'il faut voir, cela peut être très chronophage et c'est ce qui va nous permettre d'étudier ensuite en détail. Alors, quelques chiffres en 2025. Il faut savoir qu'on a eu 12 millions de nos touristes sur notre territoire français, dont plus de 5 millions de touristes internationaux, et on voit bien une progression. Donc, en tête, on a des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, mais pas que. Donc, ça, c'est important d'avoir ça en tête aussi en termes de cible client. En termes de chiffre d'affaires, on a pu avoir un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros généré de par le no-tourisme. Alors, no-tourisme, c'est large, hein. Activité no-touristique, vente de vin, prestations no-touristiques, euh, pour un panier moyen de 72 euros dépensés en moyenne par visiteur. Alors ça, encore une fois, si vous regardez l'offre en détail, pas l'offre, pardon, l'étude en détail, vous verrez, selon les régions, bien sûr, c'est à adapter, selon le domaine, la taille de votre domaine, votre positionnement également, mais ça donne quand même une idée un petit peu de ce panier moyen que l'on peut attendre par visiteur.
Ensuite, on peut voir qu'il y a 1,8 milliard dépensés directement chez les viticulteurs. Donc, encore une fois, ça va être large. Cela ne concerne pas que la vente de vin, mais également les prestations no touristiques facturées et tout ce qui peut être attenant à ce développement d'activité. Et puis, on compte 31 000 emplois soutenus par la filière, puisque cela concerne aussi bien des agences réceptives que des wine tours, que des taxis, que des agences aussi qui vont être spécialisées sur les tours opérateurs ou autres. Et puis, toute cette partie restauration, donc avec les traiteurs, les maîtres d'hôtel, etc. Donc, une filière en plein développement. Donc oui, qui est un levier économique majeur et on va voir justement comment on peut améliorer cette activité-là. Évidemment, la question, c'est de bien définir son offre et puis une offre qui vous corresponde à vous. On va voir d'abord quel est le contexte, quelle est ensuite la concurrence que vous avez autour de chez vous, quels sont aussi vos propres objectifs, hein, si vous êtes par exemple déjà bien calé sur le reste de votre distribution ou s'il faut que le no-tourisme et les ventes aux particuliers représentent la moitié de vos ventes. Quel est le coût, bien évidemment, et puis connaissant tout cela, quelle va être l'offre concrète que vous allez proposer. Si vous avez déjà une offre qui existe, vous pouvez bien évidemment l'ajuster. Alors, le contexte, c'est évidemment de savoir si vous êtes dans une zone touristique, si vous êtes sur une route touristique ou à côté, s'il y a évidemment des sites touristiques majeurs et pas uniquement dans le vin autour de chez vous. Ça peut être aussi bien des châteaux, des eaux, des grandes villes, des villes, je dirais, assez actives qui attirent du monde. Donc, tout ça, c'est intéressant de le mettre noir sur blanc pour savoir tout simplement, voilà, qu'est-ce qui peut attirer les gens. Ça permettra de savoir finalement quels sont les partenaires, etc. Contexte géographique, mais aussi contexte temporel. Avec la saisonnalité, assez souvent, on a plus de fréquences pendant l'été, mais parfois, je pense notamment au marché de Noël en Alsace. Là, évidemment, on a une saisonnalité qui est un petit peu différente et donc qui va attirer du monde en dehors du printemps-été. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir quels sont les hébergements qu'on a, leur nombre, le type de clientèle. On n'a pas tout à fait la même clientèle dans les campings ou dans les hôtels 4 étoiles. Ce sont des choses qui sont intéressantes, ils vont attendre des choses différentes. Et je vous engage là aussi à faire vraiment un listing, par exemple, à 20 minutes à la ronde, quels sont tous les hébergements, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, tables d'hôtes, tout ce qui peut exister autour de chez vous. Quelles sont aussi les organisations de tourisme, donc les offices de tourisme, les offices départementaux de tourisme, mais aussi parfois des choses plus locales. On va avoir souvent des dynamiques un peu différentes autour des agglomérations, etc. Et il y a aussi elles-mêmes des choses qu'ils organisent, par exemple, pour lancer des saisons touristiques en début de printemps. Donc évidemment, l'idée, c'est de se mettre en lien avec elles pour pouvoir profiter de leur visibilité. Et enfin, des prestataires. Prestataires de services, on pense notamment à ceux qui vont, avec qui vous allez pouvoir sous-traiter pour des visites, tout ce qui va être équipement du combi aux mobylettes, au vélo, enfin les choses sont très très nombreuses. Donc tout cela, c'est intéressant de le noter noir sur blanc pour savoir un petit peu qu'est-ce qui existe déjà dans votre région. Dans un deuxième temps, on va regarder aussi quels sont les concurrents. L'idée, c'est de réaliser un benchmark, hein, donc cette étude concurrentielle. Je vous ai proposé ici un exemple. Domaine X, Y, ceux qui sont autour de chez vous, quel est le nombre et le type d'activités qui sont proposées? Donc, type d'activité, ça peut être une visite simple, ça peut être une visite avec dégustation, ça peut être une visite améliorée, par exemple avec des planches apéritives, ça peut être des portes ouvertes, ça peut être des prestations. Donc, voilà, beaucoup de choses qui peuvent exister. Les tarifs qui sont mis en face. Donc ça, ce sont des choses en général que vous trouvez sur les sites Internet. Pourquoi pas aussi demander à quelqu'un d'aller récupérer des brochures, récupérer aussi des brochures dans les offices de tourisme. La durée qui y est allouée. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les outils de communication qu'eux-mêmes vont utiliser. Est-ce qu'il y a par exemple des plateformes de réservation en ligne? Est-ce que tout est écrit sur leur site Internet? Est-ce qu'il y a des brochures? Est-ce qu'ils font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux?
Et enfin, le personnel qui est dédié, donc personnel rattaché au domaine, ou alors est-ce que ça passe par des sous-traitants? Ça aussi, ce sont des choses intéressantes. Pourquoi? Parce que le fait de passer par des sous-traitants euh, implique voilà, des coûts de production un petit peu différents. Et ça permet de voir aussi, si vous voulez, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut le faire évidemment en local, mais on peut le faire aussi de manière un peu plus régionale pour se trouver des idées, et même dans d'autres régions de France et à l'international. C'est intéressant de voir ce qui a pu être testé dans d'autres régions et de réfléchir, est-ce que ça pourrait éventuellement fonctionner chez moi ou pas. Donc l'idée, c'est évidemment de s'inspirer de ça. Certaines choses vont pouvoir être en partie copiées, voilà, et puis d'autres choses, au contraire, de se dire, bon, ils font ça, ça fonctionne très bien chez eux, j'ai pas envie de faire exactement la même chose, donc je vais l'ajuster, entre guillemets, à ma sauce, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire pour pas voilà, essuyer les plâtres de choses qui auraient pu être testées dans d'autres endroits que chez vous. À partir de là, on va commencer à pouvoir définir des objectifs. Alors, des objectifs, il faut qu'ils soient chiffrés, qu'ils soient assez clairs. Voilà, quelle est finalement la part que vous pouvez espérer grâce à cet œnotourisme sur votre chiffre d'affaires global? Quel est le nombre de visiteurs que vous pouvez espérer, le panier moyen? Quel est le prix que vous pouvez espérer sur une presta et aussi sur les bouteilles? Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez calculer finalement assez facilement. Le panier moyen, en général, vous avez des chiffres qui existent dans chacune de vos régions avec les interprofessions. Le prix moyen de la presta, il peut être calculé évidemment assez rapidement par rapport au nombre de visiteurs. Et puis évidemment, votre prix moyen de vente, ça aussi, par rapport à votre gamme, vous pouvez l'avoir. Attention, bien évidemment, à ne pas faire l'erreur entre le chiffre d'affaires, le prix moyen, et ce qui va réellement rester dans votre poche, le bénéfice. Entre les deux, il y a évidemment les coûts qu'il va falloir prendre en compte. Une question à se poser aussi, c'est de savoir quelle est votre cible client. Imaginons que le domaine accueille des particuliers depuis très longtemps, sans doute que cette cible restera assez active parce qu'il y a un historique. Si vous êtes au contraire avec un bon réseau de clientèle corporate avec beaucoup d'entreprises, là, ça sera une cible qui peut être assez intéressante, d'autant plus si vous êtes à côté d'une agglomération assez importante. Donc, en fonction du contexte que vous avez désigné, là, vous pourrez savoir finalement quelle est un petit peu plus votre cible client. Vous pouvez en avoir plusieurs, des cibles. Vous pouvez être intéressé par les tours opérateurs, les groupes, par les particuliers, mais aussi par une clientèle de séminaires. Mais évidemment, en fonction de ces différents groupes, vous aurez une offre spécifique. Voilà. On se rend compte que souvent, pour aller chercher une clientèle plutôt corporate, on aura beaucoup de bouche à oreille qui se fera, et ça peut éventuellement être par l'intermédiaire des particuliers que vous allez réussir à récupérer, entre guillemets, des clients corporate. Alors, à présent, le coût. Le coût, il est évidemment très important, tout simplement pour s'assurer qu'on ait une offre rentable. Donc, on vous a mis juste quelques petits chiffres. Les coûts fixes par rapport au caveau. Si vous n'avez pas de caveau, évidemment, il faut le construire. Donc, le coût, il est assez important. Il est à amortir. L'agencement du caveau. L'agencement, c'est aussi bien la déco, le coût de peinture, etc. Les panneaux de signalisation. Là, on en a mis 5 avec un coût voilà, qui est assez variable. Rien que pour ce caveau, on a déjà grosso modo 50 centimes par bouteille, à condition de vendre environ 20 000 bouteilles. Alors 20 000 bouteilles, c'est déjà un bel objectif. Donc évidemment, cet objectif et ce calcul de coût, vous le mettez en fonction de vos propres chiffres. Le deuxième coût fixe qui est important, c'est évidemment le temps que vous allez y passer, à la fois à accueillir, la durée réelle, quand vous êtes avec un groupe pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais aussi le temps de préparation et de rangement qui n'est pas à négliger, le temps administratif qui va vous permettre d'attirer des personnes, mais aussi le temps commercial sur notamment l'encaissement, etc. Ce temps, évidemment, il est d'autant plus important à calculer que vous travaillez avec des personnes salariées, avec un temps qui vous coûte voilà, vraiment au quotidien.
Si c'est un membre de la famille ou si c'est vous qui êtes gérant et qui, entre guillemets, comptez pas vos heures, c'est un petit peu différent, même si je vous engage évidemment fortement à considérer évidemment que ce temps, bah, c'est du temps réel qui coûte à l'entreprise, quoi. C'est du temps pendant lequel vous ne faites pas quelque chose d'autre. Par rapport à ce personnel, hein, par rapport au coût sur une entreprise, bah, le coût il est assez variable. Et donc là, évidemment, alors c'est bien sur une année complète, donc à voir si vous prenez un saisonnier sur quelques mois, mais là aussi, on a un coût qui est assez important par bouteille. Il y a évidemment des coûts sur la communication, sur des brochures qui seraient à faire, sur des mailings, que ce soit papier ou par email. Donc là aussi, on a un coût qui est bien évidemment assez important, qu'il faut aussi prendre en compte. Et puis ensuite, on va... Karl, juste sur la slide précédente, on a une question. Oui. Donc, on va faire un peu au fil du temps les questions parce qu'après, on va voir les leviers de rentabilité. Mais on a une question d'une personne qui demande quelle taille de structure pour une base de 20 000 bouteilles. Sur la slide, celle-ci, oui. Alors, par rapport à cette structure, alors, on peut avoir vraiment beaucoup de structures. Si je prends l'exemple de la Loire que je connais bien, 20 000 bouteilles, ce sont des structures qui peuvent faire aussi bien 20 hectares que 50 hectares. Ça dépend vraiment du focus, quoi. On va avoir, par exemple, des domaines qui sont juste à côté du zoo de Beauval en Touraine, qui vont faire 50 à 80% de leurs ventes auprès des particuliers. Donc, je dirais que ces 20 000 bouteilles, il ne faut pas forcément voir ça comme un objectif important pour vous. C'est quelque chose qu'on trouve régulièrement dans la Loire parce qu'il y a un historique assez fort sur le no-tourisme. Euh, Ce qui est important pour vous, l'objectif, ça sera plutôt quel pourcentage de chiffre d'affaires de particulier par rapport, je dirais, à votre chiffre d'affaires global, quoi. Voilà. Par rapport au coût variable par visite, bien évidemment, à chaque visite, en fonction du type de visite, vous allez avoir des coûts. Donc, bah, le vin qui est ouvert, hein, les pertes, à chaque fois, c'est quand même des bouteilles qui sont ouvertes. Éventuellement de la verrerie, bon, qui peut être réutilisée, mais qu'il faut bien acheter à un moment. Tout ce qui va être consommable, éventuellement des supports, notamment si vous avez, par exemple, des livrets que vous laissez, des sets de dégustation, pas mal de choses comme ça. Et puis aussi, évidemment, ce qu'on a appelé le coût d'opportunité. Bah, le temps que vous passez à vous occuper de ces visiteurs, c'est du temps que vous ne consacrez pas à autre chose. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, quoi. Voilà. Donc, ce coût, vous l'avez bien compris, il faut le calculer vraiment en fonction de vos propres expériences, de votre domaine. Ce qu'on a envie de vous dire avec Estelle, c'est que quelle que soit votre prestation, le no-tourisme, en général, n'est rentable que s'il amène à un acte d'achat, que s'il amène à une vente, même avec une très belle prestation vendue cher. En général, le no-tourisme devient vraiment rentable que s'il amène à un acte d'achat, et d'autant plus si les clients recommandent dans le futur. Un petit exemple, hein, on imagine un groupe d'une dizaine de personnes voilà, qui resterait 2 heures, visite dégustation, avec peut-être une assiette de charcuterie, qui paierait chacun 12 euros TTC. On voit déjà que le temps de préparation plus 2 heures, si on valorise à 20 euros de l'heure, on est déjà à 60 euros. Ensuite, il y a les bouteilles de vin. Ensuite, il y a un peu de fromage charcuterie, etc. On se rend compte que finalement, cette prestation, elle est uniquement à l'équilibre et on n'a pas pris, je dirais, tous les frais fixes de l'entreprise, l'électricité, le fait d'ouvrir, le chauffage, etc. Donc finalement, si on le prend en compte, bah, c'est une rentabilité qui est assez limitée. Si on imagine que ce groupe de 10 personnes, il achète par exemple 60 bouteilles, bah, on se rend compte que c'est une prestation qui ne rapporte pas énormément. Voilà. Alors même que pour certaines régions, payer 12 euros par personne, c'est pas rien. Donc, ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, et c'est ce qu'on va développer dans une deuxième partie, c'est vraiment de bien réfléchir à comment vous allez optimiser vraiment ces ventes. Pour finir sur la première partie, donc pour bien définir cette offre, hein, en général, l'idée, ça sera proposer plusieurs visites avec différents services proposés. Une visite un peu classique, une visite peut-être accord mets et vin, et puis quelques expériences qui peuvent être éventuellement sous-traitées en partie, exemple vélo électrique, dégustation à l'extérieur, etc. Et ce qui est intéressant aussi,
Avec une autre clientèle, ça sera de proposer des événements à des moments donnés, que ce soit guinguette, porte ouverte avec concert, etc. Des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui attireront, je dirais, une clientèle, voilà, un petit peu moins classique, un peu moins traditionnelle. Le positionnement prix, il est évidemment à faire en fonction du coût, mais aussi en fonction du positionnement de vos vins et évidemment aussi en fonction du marché local par rapport à ce qui existe aujourd'hui, par rapport à vos concurrents. Un petit truc aussi, avant de laisser la parole à Estelle, c'est évidemment d'essayer de nommer vos visites en lien avec l'ADN de votre domaine, en fonction de l'histoire, en fonction de l'identité, pour que les choses, si vous voulez, soient beaucoup plus différenciantes. Donc, pas uniquement l'appeler visite découverte, visite classique, visite prestige. Essayez encore une fois de rentrer dans un univers qui corresponde à la marque de votre domaine, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà peut-être quelques questions sur la définition de l'offre avant de laisser la parole à Estelle pour les facteurs de rentabilité? Eh bien, écoutez, J'en vois pas. je Mm. passe la main à Estelle, du coup. Très bien, merci Karl. Donc effectivement, donc on a vu cette définition de l'offre. Donc une fois que vous avez votre offre et surtout vous avez fait votre analyse benchmark et également vous avez voilà, défini, voir qui va s'en occuper, défini les coûts, fixé vos objectifs, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et voir comment l'améliorer, cette offre, et quels peuvent être les leviers. Donc le premier levier, à notre sens, c'est de structurer votre parcours de visite, que ce soit vous, propriétaire qui fassiez la visite ou que vous ayez des stagiaires pour l'été ou un CDD ou des guides recrutés ou à l'année ou des chargés no-tourisme, responsables no-tourisme, il est important de venir formaliser votre script par écrit. Vos visiteurs, ils recherchent non plus juste une visite, mais une expérience. Donc, pensez expérience et pensez surtout expérience globale. Donc, un parcours structuré, il va vous permettre de tenir le temps de visite. On va voir ensuite un peu plus en détail, de délivrer un message clair. On a parlé tout à l'heure justement d'avoir un message différenciant. Comment est-ce que je viens me différencier de mes concurrents ou confrères sur la même appellation? Qu'est-ce que j'ai à proposer que d'autres n'ont pas? Et on a tous des points différenciants sur les domaines. Et cela va permettre surtout de venir amener le visiteur de la dégustation à l'achat. Et attention, on va voir également que ce point de vigilance, ce n'est pas la durée qui fait la valeur d'une visite, mais bien la qualité de l'expérience proposée. On est bien là sur une logique de rentabilité. Donc, ayez toujours ça en tête, et ce n'est pas parce que vous venez proposer une visite, on va l'appeler autrement, mais la visite classique à 15 ou 20 euros, et puis une autre un peu plus expérientielle à 40, 50, voire 80 euros, que vous avez besoin de passer 3 heures de temps avec le client. Non, le client est là pour une expérience, il faut qu'elle soit différenciante. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Et il sera prêt à payer le prix pour cette expérience-là. Et bien sûr, ce script, hein, donc c'est le déroulé de votre visite, c'est en français, en anglais, à avoir. Demain, vous n'êtes pas sur le domaine, une personne est là, il faut la former. Voilà, vous avez ce script de départ. Donc ça, c'est la base, et on va voir maintenant un petit peu plus en détail comment on s'y tient. Donc, avoir ce parcours de visite structuré, timé, c'est d'avoir surtout des moments et des temps clés. Donc, le prérequis, c'est, je remets là, mais c'est la signalétique claire, dans le sens où justement, on est là pour une expérience client. Donc, on imagine, le client est bien arrivé, il a pu réserver en ligne, il a pu bien arriver parce que c'est bien indiqué à l'arrivée sur votre domaine. Et là, on va venir structurer par étapes. Donc, étape essentielle, première étape, ça va être bien sûr l'accueil de vos visiteurs. Donc, quand on dit accueil, c'est vous, la personne qui reçoit, mais également un lieu d'accueil. Où est-ce que la personne peut patienter si elle est un peu en avance, si l'autre groupe est un peu en retard, ou etc. Donc, ça, c'est important. Et un moment essentiel dans cet accueil, ça va être le temps de découverte de vos visiteurs. On vient poser des questions. Qui ils sont? Est-ce que c'est la première fois qu'ils sont en France? Si ce sont des étrangers? Est-ce qu'ils ont visité d'autres domaines dans l'appellation? Combien? Quels sont-ils? Enfin, vous allez pouvoir ainsi ajuster la visite à vos profils visiteurs.
Et c'est ce qui va rendre aussi la visite intéressante pour vous lorsque vous les avez pendant 1 heure et demie avec vous. Donc ensuite, on a un peu le déroulé classique, on va dire. Bien entendu, la présentation du domaine, ça peut passer aussi par une présentation de l'appellation. Le passage dans les vignes, j'insiste, on a encore des domaines qui ne proposent pas forcément un passage dans les vignes. Et je précise passage et non pas balade. Passage dans les vignes, ça peut être, on montre les vignes à 1 mètre, 2 mètres. Si vous avez un chemin praticable, on s'avance un petit peu et on leur montre. Tout l'intérêt de ce passage dans les vignes, c'est que dans les vignes, on vient suivre le cycle de la vigne et on a toujours des choses différentes à expliquer à nos visiteurs. Selon si on est au printemps, si c'est la fleur, on va pouvoir leur expliquer. Si c'est le post-vendange, si c'est la taille. Donc ça va permettre voilà, de faire découvrir vraiment le cœur du métier. Pardon. Ensuite, on va passer bien entendu au chai de vinification, chai d'élevage, et toujours en pensant différent. Donc c'est à différence. C'est-à-dire le chai de vinification, qu'est-ce qu'on va faire de différent de nos voisins? Le chai d'élevage, est-ce qu'on a des amphores? Est-ce que on fait quelques points différemment? Est-ce qu'on travaille avec tel tonnelier ou un autre? Voilà, rentrez pas trop dans le détail puisqu'en amont, on sera allé se renseigner s'ils ont déjà visité 5 chais de vinification en rouge depuis 2 jours. Aucun intérêt de passer justement sur le détail de la vinification ou autre, ou de la fermentation. La règle d'or dans ce parcours, c'est bien entendu de toujours, je dis bien toujours, terminer la dégustation en lien direct avec la boutique. Pourquoi? On est là pour favoriser le lien d'achat. Donc ça, c'est votre objectif. Ce n'est pas ce que vous verbalisez, mais c'est votre objectif de favoriser les ventes, de favoriser l'achat, mais de manière toujours naturelle. Donc idéalement, la dégustation se fait dans la boutique ou à proximité, et surtout avec une visibilité immédiate sur les vins à la vente. Il faut pouvoir avoir les vins à hauteur d'homme, à hauteur de femme, avoir les tarifs également accessibles. Et dans cette dégustation-là, on vient aussi la structurer. Donc, toujours pareil, dans ce parcours de visite, c'est 3 à 5 vins maximum, d'après nous, selon le format de visite. Si vous avez une verticale, bien entendu, c'est indiqué et ça peut aller jusqu'à plusieurs vins. Mais alors, certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai du rouge, j'ai du blanc, j'ai du rosé, j'ai du moelleux, j'ai des bulles. OK. Euh, Quitte à les faire déguster en plus, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'indiquer que c'est un bonus. Mais on a une offre de base qui est de 3 vins, de 4 vins, etc. Et on a toujours une progression logique. On monte en puissance dans les dégustations, dans les profils vins et dans la gamme de prix également. Donc, c'est ce qui va vous permettre, voilà, petit à petit, d'affiner aussi la demande en posant des questions pendant cette dégustation. Est-ce qu'ils ont apprécié le vin, etc. Et on va surtout veiller à une durée maîtrisée. On évite les visites trop longues, elles diluent l'attention et on s'éloigne de l'acte d'achat à un moment. Donc ça, c'est important de structurer ces étapes, ce qui va vous permettre de vous dire, toujours demander quel temps ils ont devant eux, s'ils ont 45 minutes, si vous disent qu'ils n'ont pas de timing, à vous d'en mettre un. Et si vous avez moins de temps, vous allez pouvoir supprimer des étapes aussi dans ce parcours de visite. Alors ensuite, il m'a semblé voir des questions, Karl. Je crois pas. Je pense qu'on est OK. Ah si. Y a-t-il des normes d'accueil particulières, d'accueil de visiteurs pour la construction des caveaux locaux touristiques? Oui. Et le prix de la prestation a-t-elle un impact sur les paniers moyens en vin de clients? Oui. Alors, peut-être qu'on peut y répondre sur ce premier point. Alors oui, il y a des normes d'accueil particulières, bien entendu, et notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, on pourra vous l'envoyer, mais il y a toute une réglementation à ce sujet, bien entendu, qui est à respecter. Idem il y a de nombreuses normes, hein. Donc idem pour tout ce qui va être la signalétique avec les préenseignes. Là aussi, vous devez respecter des normes et des règles strictes. Donc ça, si vous nous faites une demande ensuite par mail, on pourra vous les envoyer et vous les faire parvenir. C'est plutôt très exhaustif. Et deuxième question, le prix de la prestation a-t-elle un impact sur les paniers moyens en vin des clients? Très bonne question. Et ma première réponse, c'est oui, bien entendu. Le prix de votre prestation
à mon sens, est un filtre naturel pour la sélection de votre cible client. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, à proscrire, à mon sens, ce sont les visites gratuites, bien entendu. Vous passez du temps, vous ouvrez des échantillons, vous ouvrez des vins. C'est important de venir valoriser votre travail. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, plus vous allez monter dans le prix de vos prestations et plus vous allez venir filtrer votre cible client assez naturellement. Ça, pour l'avoir vu sur des propriétés en Sauternes, en Saint-Émilion ou dans le Bordelais. Effectivement, on s'aperçoit que ce n'est pas, certes, parfois on va avoir moins de visiteurs, mais on vient assez mécaniquement augmenter le panier moyen. Et une autre question, donc j'espère avoir répondu à votre question. Notre stock est dans une pièce à côté du caveau de dégustation, mais pas visible. Pensez-vous que cela soit important de mettre des cartons en exposition? Oui, c'est important de se mettre à la place du visiteur. Et alors, il ne faut pas mettre tout votre stock dans votre boutique, hein, dans votre caveau, mais par contre, que le visiteur puisse se dire, bon, mais c'est simple, c'est facile, on vient apporter réellement un service pour le client. Donc, c'est facile, on procède à l'achat, on voit qu'on peut prendre un carton. Bien entendu, ça vient faciliter l'achat. Donc, je vais continuer sur cette Merci. partie. Merci. Continuer sur cette partie storytelling. Et là, je vous renvoie au webinaire de notre collègue Agnès Boeuf qui a fait un webinaire sur cette question-là en novembre dernier, qui est également disponible. Mais c'est un prérequis d'avoir travaillé, bien entendu, sur votre plateforme de marque. Et le storytelling, c'est avant tout d'avoir un discours différenciant. Ça va venir vous permettre de sortir du discours standard. Agnès qui citait voilà, l'entreprise familiale depuis cette génération d'un seul tenant. Oui, on peut le notifier, mais il faut en sortir. On va aller chercher justement la différence. Le parcours du vigneron. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une expérience à l'étranger, des vinifications ailleurs, dans d'autres endroits? La transmission familiale, pourquoi elle s'est faite, sur quel choix, vos engagements, vos valeurs, quelles sont vos pratiques environnementales différenciantes. Donc tout ça, ça va venir apporter un intérêt et capter l'attention justement de vos visiteurs. Donc un bon storytelling, ça vous permet de différencier votre visite, de capter l'attention de vos visiteurs, de créer aussi de la valeur perçue. C'est se dire à un moment, il faut que votre visiteur se dise, mais j'en ai eu pour mon argent, j'ai compris. Et quand on vient créer justement de cette valeur-là, on va voir que souvent, on veut repartir avec un souvenir. La règle numéro 2, ça va être de venir créer de l'émotion. Donc, on est sur l'émotion, sur du marketing expérientiel. Et cette émotion-là, elle va aussi donner envie à vos visiteurs d'acheter. Alors, ça peut être du vin. S'il est à l'étranger et qu'il ne peut pas renvoyer du vin, ça va être d'acheter aussi des goodies. Pensez à avoir des goodies aussi dans votre caveau. Et surtout, l'émotion ne s'improvise pas, elle se construit. Pensez à avoir des anecdotes personnelles. Donc, ça peut être des anecdotes du propriétaire, d'un client, du maître de chez, d'un événement créé au domaine, un événement d'équipe, parler de votre repas de fin de vendange ou autre, qui comprennent aussi voilà, vos valeurs, tout ce qui se passe dans ce lieu vivant. Les moments marquants, les millésimes, les transmissions qu'il y a pu avoir quand on passe d'une génération à une autre. Et également, ça peut être les choix forts du domaine. Alors c'est important souvent quand j'accompagne des domaines justement sur les projets no touristiques d'avoir un effet waouh. À un moment, il faut que le client puisse se dire waouh. Alors forcément qu'on a un point de vue impressionnant, c'est toujours plus facile à mettre en avant. Mais parfois, ça peut être un lieu cosy, ça peut être un endroit un peu sympathique qu'il n'a pas vu dans d'autres domaines. Donc pensez vraiment avoir voilà, cet effet-là aussi. L'objectif avant tout, c'est de venir personnaliser l'expérience pour la rendre mémorable, mais dans le sens on s'en souvient. Voilà, et il faut qu'elle soit engageante et toujours pareil, on est là pour quand même développer les ventes, donc faciliter ainsi l'acte d'achat. Donc, autre point de rentabilité, c'est bien entendu l'agencement de la boutique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la boutique au caveau des ventes, hein, selon la région. La règle des 7 secondes. Il faut savoir qu'un visiteur se décide très rapidement s'il va acheter ou non.
Donc, en quelques secondes, votre visiteur, votre client, votre cliente doit pouvoir savoir quels sont les vins proposés à la vente, quels sont les niveaux de prix, comprendre quels sont les niveaux, les cuvées phares, pardon, de votre domaine et également les possibilités d'expédier. Donc ça, c'est important. On va voir que cette importance-là, c'est d'avoir avant tout une boutique lisible organisée. Donc, je vous disais, avoir les vins à disposition et surtout visibles lors de la dégustation, idéalement. Avoir également des prix clairement affichés. Alors, on peut avoir des cuvées spécifiques avec des prix affichés. Ça n'empêche pas d'avoir un petit listing avec des anciens millésimes ou autres qui sont aussi disponibles à la vente et qui comprennent bien cette gamme hiérarchisée. Voilà, de comprendre quelle est l'entrée de gamme, le milieu de gamme, le plus haut de gamme, les différents packaging, etc. Donc vraiment, imaginez-vous, mettez-vous toujours du point de vue de votre visiteur et de vos clients. Qu'est-ce qu'il veut avoir, qu'est-ce qu'il veut savoir comme information? Les détails qui font un peu la différence, ça va être bien entendu, oui, des cartons caisses prêts à emporter. Donc, je rebondis sur la question qui nous était posée. L'idée, ce n'est de ne pas avoir tout votre stock dans la boutique, mais que le client puisse se dire, voilà, c'est facile, c'est déjà prêt, on ne va pas les embêter, c'est facile à emporter. Le paiement, bien entendu, avoir un paiement rapide, et les bouteilles visibles pendant la dégustation et la tarification du shipping visible. Petite parenthèse, on recommande souvent, là, à l'heure actuelle, on me pose souvent la question, on recommande souvent de travailler avec Air Pélican, qui font très bien ça. Ils vous font le job pour des envois à l'étranger notamment. C'est important d'avoir cette offre disponible. Et toujours pareil, l'objectif, c'est de transformer cette envie-là en achat. Voilà, c'est important de passer assez rapidement à l'achat. Avant-dernier point sur les facteurs d'amélioration de rentabilité, c'est ne négligez pas la formation de votre personnel ou de vous-même aux techniques de vente. On est sur un lieu de vente et ce moment-là est clé. Donc, former les équipes aux techniques de vente, souvent, on s'aperçoit dans nos accompagnements que les guides ou chargés de nos tourismes ou responsables de nos tourismes hésitent à proposer l'achat et parfois ont même peur de pousser à la vente. Même quand on est propriétaire, on se dit, ah ben non, peut-être qu'ils ne sont pas venus pour acheter. Si, s'ils ont envie, on vient proposer en tout cas. La boutique, imaginez-la, la boutique, votre caveau, c'est la conclusion logique, l'aboutissement de cette expérience. Ils viennent de passer un moment agréable, un moment mémorable avec vous. Et donc, ils sont là aussi pour amener des souvenirs. Donc, former les équipes, ça permet de mieux comprendre les attentes des visiteurs. C'est-à-dire, on va pouvoir, par des questions clés, justement, comprendre et affiner les besoins. Ça permet d'orienter la dégustation et de faciliter l'achat sans pression. Il est important de venir poser les bonnes questions pendant la dégustation. On vient accompagner, en tant que responsable de notre tourisme, accompagner ce choix-là. Alors là, on a mis quelques exemples de questions. Ça va être quel type de vin aimez-vous habituellement? Est-ce que vous préférez plutôt les vins fruités ou les vins plutôt structurés? Est-ce que ce vin vous a plu? Est-ce que c'est un vin pour offrir ou plutôt un vin pour vous dans votre cave? Voilà, tout ça, on vient poser des questions pour justement s'adapter aux visiteurs. Euh, Mettez-vous à leur place, vous allez dans un magasin, vous avez besoin de renseignements et le vendeur n'est pas là pour vous renseigner, vous repartez et vous n'avez pas envie d'acheter. Donc là, on est là pour accompagner cette proposition-là. Donc toujours dans cette continuité, hein, on vient guider vers l'achat, bien entendu. Alors encore des exemples, justement, ce que l'on appelle dans les formations aux techniques de vente, les phrases de fermeture de vente. Si vous avez apprécié celui-ci, c'est notre cuvée la plus appréciée à la boutique. Et on n'hésite pas surtout à les aider à se projeter. Vous les ramenez chez vous, c'est un vin que vous pouvez ouvrir dans les quelques mois, vous pouvez ouvrir rapidement. Ça passe bien avec la salade, avec tel plat ou autre. Aidez-les à se projeter aussi. Montrez-leur également si vous avez des offres coffrets plus avantageuses, on les met également en avant. Donc voilà, c'est vraiment accompagner cet acte d'achat par le conseil. Et la phase de vente, petit rappel, c'est qu'elle dépend aussi de ce temps de découverte que vous aurez passé en tout début de visite et tout ce lien que vous aurez créé au long de la visite. Donc, il est toujours plus facile de mieux comprendre les attentes
et d'orienter la dégustation et une offre adaptée quand on a su créer un lien et sortir d'une visite un peu standard. Dernier point de facteur d'amélioration de rentabilité et non négligeable, loin d'être le dernier, et un des plus importants également, ça va être de soigner votre visibilité en ligne et de faire connaître votre offre. Donc, on passe, bien entendu, la plupart connaissent Google, votre page Google, c'est important. Vous avez la main dessus. C'est important d'aller mettre à jour vos offres, d'aller mettre à jour vos photos, vos horaires également d'ouverture. TripAdvisor, même chose, votre fiche établissement, de gérer les avis clients. On répond aux avis clients assez rapidement, pas un an après. Ne négligez pas non plus la presse locale et spécialisée. Vous avez des nouveautés, faites-le savoir. Vous lancez une nouvelle activité sur le domaine avec une dégustation un peu atypique, faites-le savoir. Les réseaux sociaux, bien entendu, avec des contenus expérientiels. Ayez une photothèque prête à l'avance. Donc ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, mais c'est important aussi d'être régulier dans ces offres-là. Et bien entendu, venez structurer vos supports de commercialisation. On a parlé d'offres, Carl vous a parlé d'offres réceptives. C'est important d'avoir un support et de communiquer dessus. Et d'avoir aussi, petit rappel, d'avoir les labels. Donc, bien entendu, vignoble et découverte. Ça, c'est un prérequis indispensable. Mais on a aussi, selon les régions, à Bordeaux en l'occurrence, les Best of Wine, enfin, sur la Nouvelle-Aquitaine, les Best of Wine Tourisme, mais aussi les trophées de l'œnotourisme. Ça permet de venir communiquer sur ces points-là, de venir fédérer aussi en interne. Donc, ne négligez pas ces points. Autre point qui est un levier majeur, ce sont bien entendu vos partenaires et vos prescripteurs. Alors, les partenaires, on peut en avoir des multiples et variés. On va avoir les hébergeurs locaux, les hébergeurs de la ville d'à côté, de la ville de la région, les agences réceptives, les conciergeries, les wine tours, les tours opérateurs, les taxis, et puis aussi tout ce qui va être institutionnel, bien entendu, car l'a évoqué, les offices de tourisme, les agences départementales du tourisme, même chose, rapprochez-vous d'eux, voyez, mettez en avant vos offres pour communiquer sur vos offres classiques et moins classiques, atypiques. Et puis surtout, dernier point, essayez de créer des temps forts pour faire savoir et faire connaître votre offre. Un événement annuel à organiser avec vos partenaires, vos apporteurs d'affaires, les institutionnels et la presse locale, c'est important. Voilà, communiquez votre offre. Généralement, on fait plutôt ça en fin d'année. Alors, les mois creux, on en a de moins en moins, mais on va dire décembre, janvier ou entre novembre et mars, c'est important de rencontrer vos partenaires, allez à leur rencontre, invitez-les sur les domaines et faites-leur justement, proposez-leur des expériences différenciantes. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, les facteurs d'amélioration sont multiples. Sans doute que vous avez vous-même des expériences assez variées avec des offres plus ou moins déjà bien établies. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent être retravaillés pour ajuster les choses, de la formation au parcours de visite et pas mal de trucs et astuces, on va dire, que Estelle vous a donné. Au-delà de ça, au-delà de tous ces points d'amélioration, ces facteurs de réussite, il y a évidemment la nécessité de sortir des chiffres de temps en temps. Par exemple, de voir quels sont les meilleurs mois, quels sont aussi les meilleurs jours de la semaine, de regarder ce qui a joué sur les ventes de vin, mais aussi sur le type de visite. Est-ce que ce type de visite a fonctionné? À quel moment? Vous l'a aussi évoqué, mais de savoir d'où viennent évidemment les gens, savoir peut-être que tel hébergeur ou tel office de tourisme joue particulièrement le jeu. Donc, en guise de conclusion, ce qu'on veut vous inciter à faire, c'est évidemment d'analyser ces données, idéalement tous les mois et bien évidemment à la fin de la saison. Et puis, évidemment aussi de regarder quel est le taux de transformation des visites en achats, hein. On vous l'a dit avec Estelle, c'est vraiment le point qui fera de votre expérience touristique quelque chose de rentable, pas uniquement une prestation, même si elle peut être très bien faite et puis assez chère,
c'est vraiment de pousser, de passer de la visite à l'achat. Ça passe aussi par un CRM, hein, Customer Relation Management, c'est-à-dire un fichier client, si vous voulez, rattaché à un logiciel qui vous permettra d'en savoir plus, de sortir des chiffres de temps en temps, de pouvoir aussi améliorer la communication avec ces personnes-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de structurer votre offre pour être toujours performant, quoi. Juste avant de laisser la parole, comment dirais-je, pour quelques questions, sachez aussi que par rapport à tous ces points-là, AOC Conseil vous propose un diagnostic flash qui vous permet d'aborder le no-tourisme, mais aussi d'autres points. 2 heures sur le domaine, gratuit et sans engagement. C'est en fait un état des lieux qui permet de savoir voilà, quels sont les points qui fonctionnent et quels sont ceux qui seraient à améliorer. Merci à vous, merci Estelle. Merci à tous, merci bien, à bientôt. Bonne journée et bonne saison touristique.